Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va revoir encore une fois des histoires qui viennent de Reddit. J'ai dégoté des petites histoires, franchement, c'est encore une fois des choses assez folles qui se sont passées dans la vie de certaines personnes. On va voir ensemble ces histoires et puis comme ça vous serez un peu avertis, encore une fois ça va un peu éveiller vos sens sur ce qui pourrait potentiellement arriver parce qu'il y a des choses, des fois on pense que ça arrive qu'aux autres et finalement ça peut bien nous arriver. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti sans plus attendre pour se plonger dans ces histoires qui viennent de Reddit. On va appeler la personne qui raconte la première histoire Lucille. À l'époque, elle était au lycée, elle avait 17 ans, et quand elle raconte son histoire, elle est bien plus âgée, donc elle a plus de recul. Donc à ses 17 ans, elle travaillait dans un magasin qui vendait des fleurs et aussi des petits cadeaux. C'était un magasin, soit tu pouvais acheter des souvenirs, tu pouvais acheter des fleurs, tu pouvais acheter des petites cartes de vœux, ce genre de choses. On était le soir, et un homme est rentré dans le magasin. C'était un homme qui avait un look assez particulier. Il était petit, il était en surpoids, il avait les cheveux assez dégarnis, mais il semblait également gras. Enfin, c'était pas quelqu'un qui la mettait en confiance comme ça au premier abord. Ça semblait pas quelqu'un qui prenait soin de lui. Il va voir Lucille et il demande un cadeau pour pouvoir s'excuser auprès de sa petite amie. Bon, naturellement, vu que le business principal de la boutique où travaille Lucille, c'est des fleurs, elle propose un bouquet. L'homme dit que sa petite amie n'aime pas les bouquets. Elle aime pas ça parce que si on s'en occupe pas, les fleurs meurent. Ça, c'est ce qui provoque le premier drapeau rouge dans la tête de Lucille. Elle se dit, c'est bizarre, tu vas dans une boutique de fleurs pour ne pas en acheter avec ça et tu as cette réponse-là, c'est étonnant. Alors que tu sais potentiellement que la première chose qu'on va te proposer, c'est un bouquet de fleurs. Après ça, l'homme commence à parler de sa vie privée. Il dit comment il a blessé sa petite amie. Il demande même l'avis de Lucille, il dit qu'est-ce que tu penses, que j'avais eu raison de faire ça, etc. etc. Lucille lui dit c'était pas la meilleure des choses à faire si jamais vous voulez que cette femme reste votre petite amie. Vu que quand elle raconte son histoire, elle raconte une histoire qui s'est passée il y a des années, elle ne se souvient plus précisément de ce que l'homme avait pu lui dire. Donc il converse un petit peu et à la fin l'homme dit « Oh, vous faites un travail merveilleux, à quelle heure vous finissez votre service ?» Lucille évite un peu ses questions et l'homme s'en va. Il ne s'est plus rien passé pendant 6 mois. Mais on arrive au jour de la Saint-Valentin. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin en termes de date. Cet homme revient dans la boutique de Lucille. Mais il arrive pas en plein milieu de la journée, il arrive quelques minutes avant que la boutique ne ferme ses portes. Il faisait sombre dehors et de l'extérieur de la boutique, on pouvait avoir l'impression que Lucille était toute seule dans le magasin. Alors qu'en fait, ses collègues se trouvaient dans les toilettes. Ils étaient en train de faire un petit pipi avant de partir, d'autres étaient dans la réserve, mais ils n'étaient pas vraiment visibles de l'extérieur. Quand l'homme est rentré dans la boutique, Lucille l'a vu et elle a senti un énorme malaise, comme si un prédateur était arrivé sur les lieux. Elle dit, on sait quand quelque chose ne va pas, on ressent une sorte de sentiment étrange, et là c'était le cas. Et là, Lucille voit quelque chose qui confirme le mauvais sentiment qu'elle avait. Elle voit que l'homme, caché dans son manteau, avait un revolver. Mais il était très mal caché, comme s'il voulait qu'on voie qu'il était armé. Rapidement, Lucille griffonne quelque chose sur un bout de papier, elle note, l'homme a une arme à feu. Dès que la collègue sort de la salle de bain, elle lui remet la note, et calmement, la collègue se dirige vers le téléphone. Lucille et la collègue ne veulent pas montrer qu'elles sont totalement paniquées, ce qui est plutôt normal. Arrivée au niveau du téléphone, la collègue regarde Lucille, elle lui fait comprendre, je te regarde, est-ce que je dois appeler la police? Et là Lucille dit non. Elle dit non parce qu'elle pense que si jamais l'individu, l'homme qui est rentré dans la boutique, apprend que la police a été prévenue, ça pourrait faire empirer les choses. Elle se dit, faudrait pas qu'on ait affaire à une prise d'otage si la police débarque. Lucille se dit qu'elle va essayer de gérer la situation, de régler la chose calmement. Peut-être que l'homme a certes un revolver, mais qu'il ne compte pas s'en servir dans la boutique. Du coup, elle se dit, on va essayer de gérer ça calmement sans qu'il y ait de dégâts. Pendant 15 minutes, l'individu erre dans la boutique, qui est pas grande du tout. C'est pas comme s'il y avait 15 000 allées à visiter, comme s'il ne savait pas quoi faire. Lucille se dit que l'homme attend que la fameuse collègue parte pour se retrouver seule avec elle, mais ne la voyant pas partir, l'individu se dirige vers Lucille, au comptoir là où elle se trouve, et il passe une commande de fleurs pour la Saint-Valentin. Lucille se dit, banco, j'ai son nom et son adresse, comme ça s'il faut donner ces informations à la police, je les ai. L'homme achète également une carte de vœux, et il sort de sa poche une liasse de 100 $ qu'il commence un peu à feuilleter pour donner son argent. Toujours dans son rôle de bonne vendeuse, comme si elle n'avait rien vu, Lucille dit, est-ce que vous voulez un sac avec votre carte, comme ça fera un peu trompe-l'œil pour votre petite amie qui vous attendra à la maison. Et l'homme va répondre quelque chose d'assez surprenant. Il va dire, ce n'est pas la peine, je n'ai pas l'intention de passer inaperçu ce soir. Lucille, elle se dit, ça, c'est une référence au pistolet qu'il garde caché dans son manteau. L'homme, après avoir payé sa carte de vœux, sort du magasin
Et là, la collègue et Lucille se précipitent à la porte du magasin pour la verrouiller à clé et ils regardent l'homme s'installer dans son camion garé devant le magasin. Lucille et sa collègue se disent qu'ils quitteront la boutique, certes, mais une fois que l'homme sera parti et bien loin. Du coup, ils gardent un œil sur l'homme dans son véhicule à l'extérieur et à un moment donné, l'homme s'en va. Mais problème, c'est qu'il s'en va pas pour rentrer chez lui. Il s'en va pour se garer à une autre place et il se remet à attendre. Lucille et sa collègue ont attendu pendant très longtemps. Ça se compte en heures. Et finalement, l'homme est parti. Totalement en panique, Lucille a appelé sa mère a appelé la police et la police est venue le lendemain pour prendre la déposition de Lucille et de sa collègue concernant ce qui s'était passé. Assez traumatisée et ayant besoin de partager ce qu'elle avait vécu, Lucille a témoigné de son expérience traumatisante à sa meilleure amie. Sa meilleure amie en a parlé à sa propre mère et il se trouvait que cette mère-là travaillait avec l'homme qui était venu dans le magasin. Elle a donc informé la sécurité de son travail de dire attention, cet homme potentiellement se balade avec un revolver. L'homme a donc été interrogé et il a totalement nié les faits. Il a dit que dans sa poche il n'avait pas de revolver, c'était un gant. Et la police, par rapport à tout ça, était un peu énervée parce qu'ils voulaient être les premiers à interroger l'homme. Ils étaient en colère que l'entreprise ait pris les devants sur ce sujet-là. La police a essayé de contacter l'homme et de se rendre chez lui à plusieurs reprises, mais à chaque fois, l'homme n'était soit pas là, soit il arrivait à éviter les appels de la police. La mère de Lucille, qui était assez paniquée à ce que sa fille retourne dans cette boutique où il s'est passé cet événement-là, lui a imposé de quitter le travail qu'elle faisait. Et du coup, ça rendait un peu triste Lucille parce qu'elle aimait vraiment le travail qu'elle faisait dans cette boutique, mais fort heureusement qu'elle n'y ait pu retourner parce que l'homme est revenu le jour de la Saint-Valentin pour récupérer les fleurs qu'il avait commandées, et après, il n'a plus jamais fait parler de lui. Est-ce que si Lucille avait été présente le jour de la Saint-Valentin, il se serait passé quelque chose? On ne sait pas. Est-ce que l'individu comptait utiliser son arme sur Lucille ou sur quelqu'un d'autre? On ne sait pas, non plus. En tout cas, ce que Lucille se dit, c'est qu'en fait, l'homme voulait potentiellement s'en prendre à elle parce qu'il semblait très focus sur elle, c'est-à-dire que au début, il pensait qu'elle était tout seule dans le magasin, mais après, en ayant vu la collègue, il attendait que la collègue parte. Donc ça veut dire que potentiellement, la cible qu'il avait désignée, c'était Lucille. Donc, est-ce qu'il l'aurait assassinée? Est-ce qu'il comptait l'enlever? Est-ce qu'il avait de base prévu de l'enlever si jamais elle avait accepté, je sais pas, de sortir avec lui, de prendre un verre ou que sais-je? Bah ça, on ne sait pas. Et il y a des choses dans la vie qu'il vaut mieux ne jamais savoir ou ne jamais expérimenter. Allez, je vous propose qu'on passe à l'histoire suivante. On va voir maintenant l'histoire de Elliot. Elliot avait 9 ans quand il lui est arrivé quelque chose qui le marque encore aujourd'hui. Elliot vit dans un quartier résidentiel où les maisons sont en rangée, vous savez, les unes à côté des autres. En fait, il y a une sorte d'allée qui traverse le quartier et des sous-allées sur les côtés où il y a chaque fois 2 maisons de chaque côté. Et derrière les maisons, il y a des petites allées qui mènent à d'autres endroits. Il y a donc la maison de Elliot dans une des allées et en face, il y a une autre maison qui est habitée par une vieille femme. Et il ne sait pas pourquoi, mais cette vieille femme, elle ne l'aimait pas. Lui d'ailleurs ne l'aimait pas forcément non plus. Il l'a trouvée assez creepy parce qu'elle avait peint ses fenêtres pour que personne ne puisse voir à l'intérieur de sa maison. Il n'y avait qu'une fenêtre qui n'était pas peinte. C'était une fenêtre à l'étage, donc quand toi tu étais dans la rue, tu ne pouvais pas voir à l'intérieur de la maison au travers de cette fenêtre. Mais par contre, si quelqu'un se trouvait dans la maison en haut, cette personne pouvait voir à l'extérieur. Et justement, cette fenêtre était la fenêtre de la chambre de la vieille femme. Et elle, de temps en temps, même plutôt régulièrement, elle se mettait là et elle regardait dehors. Mais elle regardait pas dehors comme ça, voir un petit peu les chats et les chiens qui passent. Non, elle regardait directement en direction de là où se trouve Elliot. Si Elliot était dans la rue, elle regardait Elliot dans la rue. Si Elliot était dans sa chambre, qui se trouvait face justement à la maison de la vieille femme, elle regardait Elliot dans sa chambre. Donc elle ne le lâchait pas du tout. Quand Elliot avec des amis jouait dans la rue, elle sortait de la maison pour les engueuler. Bon, c'était pas la voisine idéale en tout cas, selon Elliot. Un matin d'école, malheureusement Elliot rate son bus. Son père dit « Ok, t'inquiète pas, je vais t'emmener à l'école en voiture », du coup il dit « Va à la voiture, j'arrive ». Elliot se dirige tranquillou vers la voiture de son père, et là, il remarque que de l'allée qui se trouvait derrière la maison de la vieille femme, elle arrive, elle vient de là, elle n'est pas sortie de la porte avant de la maison, elle est sortie par la porte arrière, et puis elle a pris la petite allée, elle fait le tour de la maison. Sauf qu'elle sortait pas pour dire bonjour ou sortir ses poubelles. Elle sort de son dos un couteau de boucher, elle le lève, pointe vers Elliot, et elle commence à lui courir après. Je sais que des fois je fais des petites vannes en mode et là il veut les assassiner et je dis non c'est pas vrai. Là c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de truc en mode non je rigole, en fait elle fait totalement autre chose. La vieille femme court après un gamin de 9 ans avec un couteau. Bien sûr Elliot qui est jeune et la vieille femme qui est assez âgée, il arrive à la distancer en courant. Il est plus rapide qu'elle. Du coup il se précipite dans sa maison et là elle ne le suit pas, elle s'arrête. On va dire elle a la conscience de se dire qu'il va rentrer dans la maison, mais elle s'arrête, elle bouge plus. Elle regarde la maison.
Bien sûr, Elliot est terrifié, il dit à son père qui est dans la maison en train de se préparer ce qu'il vient de vivre, et le père, il croit son fils directement parce qu'il a déjà eu des rapports sur la vieille femme de la part de son fils qui dit elle nous a encore crié dessus, elle est chiante, elle est creepy, etc. etc. Lui il a vu aussi certaines choses, du coup il sort de la maison et il lui crie dessus. La vieille femme ne s'enfuit pas en voyant le père, elle s'engueule avec lui et elle dit qu'elle voulait se débarrasser des enfants stupides. Ah bah si c'est que ça, vas-y, rentre dans la maison, finis ce que tu voulais faire. Bon bien sûr le père il a appelé la police ne l'a pas arrêté. Ils l'ont renvoyé chez elle, sauf qu'un peu après, une ambulance est venue la chercher. Elliot sait que les parents ont porté plainte, mais il était trop jeune pour se souvenir d'un peu de l'aboutissement de ses démarches. En tout cas, après cet événement, Elliot n'a plus revu la vieille femme. En tout cas, pendant 1 an. Elliot s'était levé un matin, il était tout excité parce qu'il avait neigé, du coup, il a voulu aller jouer dans la neige, dans son allée. Il s'est habillé, il a mis sa doudoune, tout ce qu'il faut, il ouvre la porte et là, il voit la vieille femme, au milieu de l'allée, mais qui ne regarde pas en direction de sa maison, qui regarde l'allée avec un regard vide. Bien sûr, Elliot il se souvient par contre du moment où la vieille femme lui a couru après avec le couteau. Du coup, plutôt que d'aller jouer dans la neige à côté, il revient dans la maison, il a ouvert la porte, il l'a vu, il fait ok, il referme. Il va voir ses parents, il leur dit, papa, maman, la vieille femme est de retour. Les parents sont allés à une fenêtre pour voir à l'extérieur ce qu'il se passait, et ils ont vu la vieille femme qui regardait là la route pendant quelques minutes. À un moment donné, elle a marché tout droit, et elle est partie, sans rien dire, sans rien faire d'autre de chelou, parce que oui c'est assez chelou, et depuis ce moment-là précisément par contre, là ils ne l'ont plus revue. Depuis, Elliot et sa famille ont déménagé, loin de la ville où se sont passés ces événements, mais apparemment de ce qu'il sait, parce qu'il a gardé contact avec des amis qui sont restés sur place, la vieille femme, elle vit toujours dans la même ville. Et encore pire, elle vit toujours dans la même maison. Donc c'est là que cette histoire s'arrête. J'ai une théorie sur cette histoire. Pour moi, la vieille femme a des problèmes psychologiques, là vous allez me dire, sans déconner. Mais le truc c'est que je pense qu'en fait quand l'hôpital, quand l'ambulance est venue la chercher, en fait ils l'ont emmenée dans un truc psychiatrique, quelque chose comme ça, où elle a dû être traitée pendant un certain moment. À un moment donné, les docteurs qui l'a traitée se sont dit c'est bon, il n'y a plus de problème, on peut la remettre pas dans la nature, mais on peut la libérer quoi. Elle peut aller retourner chez elle, et du coup elle est retournée chez elle, sauf qu'apparemment ces problèmes, alors peut-être que la phase de je te cours après avec un couteau, ça elle leur fera plus, mais après elle a sûrement des absences, et quelqu'un, même si elle a été en institut psychiatrique pour être traitée d'un point de vue mental, elle a toujours des problèmes qui peuvent aussi subvenir avec l'âge, donc elle a sûrement des absences, ce genre de choses. Mais en tout cas on espère que ces problèmes de violence, eux, ont été réglés, parce que quand t'as devant te faire courser, déjà ça peut te faire flipper par n'importe qui, mais en plus de ça, par une vieille femme que tu considères comme creepy depuis un moment, et en plus de ça elle te course avec un couteau, là je peux comprendre que ça te traumatise. Je pense que tu ne joueras plus jamais au loup avec tes amis. Je sais pas si on appelle ça encore comme ça, mais vous avez peut-être compris ce que je voulais dire. Ok, on va conclure avec une dernière histoire qui concerne cette fois-ci une femme de chambre qu'on va appeler Karine, qui a fait une découverte plutôt chelou et plutôt effrayante alors qu'elle nettoyait la chambre d'un hôtel, l'hôtel où elle travaillait. Elle nous dit que l'hôtel pour lequel elle travaille c'est un hôtel indépendant, c'est-à-dire c'est pas une grande chaîne comme Hôtel Ibis par exemple où vous vous en retrouvez plein dans différentes villes différentes. C'est un hôtel qu'il n'y avait que dans qu'une ville et qui était le meilleur hôtel, apparemment, selon les différents sites où tu pouvais donner des avis, de la ville. D'ailleurs, c'était plutôt une fierté pour ceux qui géraient l'hôtel, pour ceux qui y travaillaient également. Vraiment, dans cet hôtel-là, l'accueil était top. Donc pour les clients, c'était vraiment idéal, mais même pour les employés, c'était parfait parce qu'il y avait une très bonne ambiance de travail. Les patrons étaient très respectueux et très gentils, donc en soi, l'endroit rêvé. Et justement, Karine nous dit qu'en tant que femme de chambre, elle a vu plein de choses différentes. Des choses parfois étranges, parfois particulières. Par exemple, elle dit que voilà, certains avaient ramené leurs animaux de compagnie alors que les animaux n'étaient pas autorisés, mais ils les avaient planqués dans un sac, et du coup, en allant faire la chambre, ils découvrent tiens, il y a un chat qui a été ramené alors que normalement c'était pas autorisé. Une fois dans une autre chambre, elle a trouvé des caméras d'un niveau professionnel, pas une petite caméra que tu as pour filmer tes vacances, vraiment un sacré équipement. Et sur le lit, il y avait une tétine pour adultes, il y avait des couches pour enfants de taille grande, XL, alors que ceux qui occupaient la chambre avaient la vingtaine et qu'ils n'étaient pas venus avec un enfant. Donc tu te dis, c'est plutôt chelou d'avoir ça alors que t'as pas d'enfant, tu vois. Karine dit également que dans une autre chambre, il y avait de la drogue qui avait été trouvée ainsi que des armes à feu. Du coup, la police avait été appelée, ils avaient fait un raid dans la chambre de l'individu quand il était revenu dans sa chambre pour l'arrêter. Donc vous voyez, elle a vu des trucs normaux, un lit des faits, comme des trucs un peu plus chelous. Mais en tout cas, ce que Karine précise à ce moment-là de son témoignage, c'est que
Ces choses-là, ça l'a parfois dégoûtée, elle se dit c'est bizarre, ça l'a étonné, mais ça l'a jamais effrayée. Par contre, ce qu'elle veut nous raconter, la découverte qu'elle a fait précisément, et que je vais vous raconter, ça c'est la première fois qu'elle a été effrayée par une de ces découvertes. Karine était en train de nettoyer une chambre où l'homme qui l'occupait était parti, il avait libéré la chambre, du coup Karine l'a préparée pour que d'autres clients puissent s'y installer, et pendant qu'elle est en train de nettoyer tout ça, un homme qui sort d'une autre chambre voit qu'elle est en train de faire le ménage, elle voit son chariot dans le couloir, du coup il va la voir et il dit « Bonjour madame, tu peux aller nettoyer ma chambre maintenant parce que je vais aller prendre mon petit déjeuner, comme ça quand je reviens c'est clean. » Karine se dit « Top, comme ça je pourrai nettoyer plus tôt, enfin comme ça va l'avancer dans son travail, donc tant mieux. » Elle ouvre donc la porte de la chambre de l'homme qui est parti prendre son petit déjeuner, elle bloque la porte, comme ça elle peut faire ses allées et venues sans à chaque fois avoir à fermer et rouvrir. Sauf que déjà, dès qu'elle rentre dans la chambre, elle voit un truc qui la surprend. Sur un des deux lits, parce que c'était une chambre où il y avait deux lits séparés, il y a aligné plein de flacons de médicaments. Il y a également de l'insuline et des aiguilles. Bon, à ce moment-là, Karine est un peu curieuse. C'est vrai, elle aime bien parfois regarder un petit peu quand quelque chose la surprend comme ça, essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est. Du coup, elle regarde un peu les différents médicaments et elle se rend compte que ce sont des médicaments soit contre le diabète, soit contre le cholestérol. Donc elle se dit, bon c'est bizarre d'en avoir autant, parce qu'il y en a vraiment genre une vingtaine. Hein. Donc elle dit voilà, il y en a beaucoup, mais bon, on ne juge pas. Karine commence à faire le lit où a dormi l'homme, et elle se rend compte que les draps sont tachés. Elle se dit ah mince, du coup je vais pas juste faire le lit, va falloir que je ramène des draps et que j'aille les faire changer. Karine sort de la chambre pour aller récupérer des nouveaux draps et elle retourne dans la chambre. Et après dans les hôtels parfois vous savez vous avez un petit bureau avec une chaise, du coup elle se dirige vers la chaise pour poser ses draps, enlever les draps sales et mettre les draps propres. Sauf que pendant qu'elle fait sa manipulation, elle pose ses yeux sur le meuble où se trouve la télévision. Son regard se pose sur un truc tout bête, des bouts de papier. Sauf que quelque chose l'interpelle, c'est qu'elle a remarqué un mot sur un des bouts de papier et ça l'a frappé. Ce mot, c'était le mot tuer. Là d'un coup Karine laisse tomber ses draps, elle est surprise. Encore une fois, que de surprises dans cette chambre d'hôtel. Elle va donc voir les fameuses notes de papier. Et ce qu'elle a lu sur ces notes, ça lui a glacé le sang. Voilà ce qui y avait marqué. Tu n'as pas à lui pardonner et tu ne peux pas la tuer. Tu es ici pour te débarrasser de l'argent et de l'alcool. Ça c'est ce qui avait marqué sur la première note. Visiblement la personne voulait aller à l'hôtel pour essayer de se débarrasser de son addiction peut-être à l'argent et à l'alcool. Là, le cœur de Karine commence à battre très fortement. Elle est très stressée. Elle pose donc ses yeux sur la deuxième note et elle commence à la lire. Ça ressemblait à une liste soit de courses ou de choses à faire, mais au bout d'un moment, ça commençait à empirer. Il y avait marqué déodorant, faire une demande d'assurance maladie, insubordination, l'âme est guérie en étant avec des enfants, suivi des cartes bancaires, héritage, des économies, Kwai Pop 10 500, carte Montana, il y aura un jour de jugement, as-tu dit à maman ce que j'ai dit, comment Bev a-t-elle eu mon adresse? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Même moi, qui aime bien enquêter un petit peu, j'ai du mal à faire un lien entre tous ces éléments personnellement. À part la première note qui est vraiment limpide, là c'est particulier. Vous me direz en commentaire si jamais vous arrivez à trouver quelque chose là-dedans. Pour Karine, c'en est trop. Elle flippe totalement, elle se dit oula, sur qui je suis tombé. Du coup, elle prend des photos avec son téléphone des fameuses notes et elle est partie directement sans nettoyer la chambre. Elle se dit je vais montrer à mon patron les notes, comme ça il comprendra pourquoi je suis pas resté plus longtemps. Elle a donc ses photos en main et elle sort de la chambre. Elle ferme la porte et au moment où elle lève la porte et qu'elle se retourne, elle voit que l'homme qui était celui qui occupait la chambre avec ses trucs bien chelous à l'intérieur revient. Il est à 3 mètres derrière elle et là, dans la tête de Karine, ça va très vite. Elle se dit ok, faut que je trouve un truc. Elle dit je suis désolé, il me manque des affaires pour bien nettoyer votre chambre, je reviendrai un peu plus tard. L'excuse parfaite. La gorge nouée, Karine s'en va, elle va vers l'ascenseur et là elle voit que quelqu'un d'autre attend l'ascenseur. Un homme de maintenance. Elle se sent un peu en sécurité vis-à-vis de ce collègue, du coup elle lui parle de ce qu'elle a découvert, elle lui montre les fameuses photos, et là l'homme dit ok je vais t'accompagner pour aller voir le patron. Ils arrivent donc ensemble au patron, elle explique toute la situation et le patron a plutôt tendance à la croire, déjà parce qu'il a vu les photos, et en plus de ça parce que Karine est une employée quasiment exemplaire. Elle ne s'est jamais plainte une seule fois de quoi que ce soit, elle va nettoyer les chambres même si elles sont dégueulasses, elle a jamais dit je veux pas nettoyer une chambre parce qu'il y a un truc qui me déplaît. Donc là, par rapport à tout ça, le patron, il se dit j'ai aucune raison de ne pas la croire parce qu'elle nous a pas fait le coup 50 000 fois. Le patron prend donc une décision, la décision de virer ce client étrange de l'hôtel. Karine, elle, patiente là où il y a toutes les affaires de femme de ménage parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Elle sait pertinemment que l'homme va se douter que s'il est viré, c'est à cause d'elle. Donc elle a éventuellement peur de représailles, donc elle décide de rester cachée entre guillemets le temps que l'homme soit officiellement parti avec ses affaires.
À partir du moment où l'homme a quitté les lieux et qu'il est parti, là Karine se sent beaucoup plus en sécurité. C'est là que cette histoire se termine. Bon, là on a vraiment une histoire assez mystérieuse. Ça se trouve, l'homme, il écrivait juste ses pensées un peu comme ça sur un papier. Ça se trouve, il écrivait des idées pour une histoire parce qu'il était auteur. On n'en sait rien. Ça se trouve, il n'y avait rien d'anormal avec lui. Après, on peut comprendre que ça mette un certain malaise vis-à-vis de la femme de ménage quand elle voit ça. Moi, ce que je me dis, ce qui me fait rigoler, c'est que tu vas te dire maintenant, quand tu vas aller dans un hôtel, bah tiens, la femme de ménage, elle va potentiellement fouiller mes affaires. Même si là, bon, c'est pas forcément vraiment fouillé précisément, parce que elle a pas fouillé dans son sac ou quoi que ce soit, elle a regardé juste ce qu'il y avait sur les meubles. Mais bon, ça m'a fait penser un petit peu à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de zones d'ombre autour de cet homme, donc je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous pensez concernant cet individu. Peut-être que vous allez avoir des théories plutôt réalistes, rationnelles, et en les lisant, je me dirais, bah tiens, oui, effectivement, ça pourrait être ça. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors ces histoires elles vous ont plu? Moi personnellement j'ai bien aimé. C'est vraiment des trucs qui peuvent arriver à tout le monde, même si on a des cas assez spécifiques. J'aime bien quand ce sont des histoires, pas des trucs qui sont quotidiens, tu vois, parce que l'hôtel tu y vas pas non plus tous les jours. L'histoire de l'enfant avec la vieille femme, pareil, c'est un contexte assez particulier. Donc j'aime bien quand tu vois c'est des trucs de la vie quotidienne, mais dans des cas assez spécifiques. Après bon, il y a pas mal de zones d'ombre concernant ces histoires. Naturellement les personnes qui racontent tout ça, ce sont des humains, ils n'ont pas la science infuse, ils n'ont pas des liens forcément dans la police, donc ils savent pas forcément dire à chaque fois, en fait cette personne-là, c'était ça ses intentions, c'était ça, etc. Donc bon, ils sont très certainement en fait au même point que nous. Moi je vous ai raconté l'histoire par rapport à tout ce que ces personnes ont pu dire, et on n'a pas plus d'infos qu'eux, sauf s'ils ont omis des détails, mais voilà, on en est au même point, donc bon. Le mystère, et c'est sûr que ça doit faire un peu cogiter tous ceux qui ont vécu ce genre d'histoire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. C'était encore une fois pour moi un plaisir de vous avoir partagé ces histoires. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!